Imaginez que vous rentrez chez vous et que vous trouvez votre fils de 5 ans, habillé en médecin, en train de jouer avec la femme de ménage qui est allongée par terre. Maintenant, imaginez que c'est la première fois en 6 mois qu'il se comporte comme un enfant normal, et que vous êtes sur le point de tout gâcher à cause d'un mensonge. C'est l'histoire de Fernando Almeida et de la plus grande erreur de sa vie. Fernando était un milliardaire, propriétaire de MedBrasil, l'une des plus grandes entreprises pharmaceutiques du pays. Il possédait un manoir à Morumbi, un hélicoptère privé et un compte en banque avec plus de zéros que vous ne pourriez en compter. Mais ce jour-là, en rentrant chez lui et en voyant cette scène, son fils Gustavo à genoux, un stéthoscope enjoué sur la poitrine de la gouvernante, disant « Je vais te guérir, maman ». Fernando a compris une chose, l'argent ne peut pas acheter ce qui est vraiment important. Revenons 6 mois en arrière, car cette histoire commence sur l'asphalte de la Marginal Pinheiros. C'était un vendredi soir. Fernando rentrait de New York après avoir conclu un accord de plusieurs millions de dollars. Quand il a atterri à Guarulhos, le téléphone a sonné. C'était l'hôpital. Sa femme, Mariana, avait eu un accident. Une collision frontale, la voiture était détruite. Elle n'a pas survécu. Leur fils de 5 ans, Gustavo, était sur la banquette arrière. Il avait les cheveux noirs, de grands yeux et des joues encore potelées de bébé. Physiquement, il n'avait rien, mais à l'intérieur, quelque chose en lui était mort avec sa mère. Ce jour-là, Gustavo a cessé de parler. Il est simplement devenu silencieux, comme si on lui avait retiré les piles. Fernando a essayé de lui parler, de jouer avec lui, mais rien n'y faisait. Le garçon fixait le vide, sans aucune expression ni réaction. Les médecins, d'abord le pédiatre, puis le neurologue et enfin le pédopsychiatre, ont effectué toutes sortes d'examens. IRM, analyses, tests, jusqu'à ce qu'un diagnostic soit posé. Autisme sévère de grade 3. Le verdict a été rendu par le docteur Patricia Nogueira, une médecin renommée, consultante pour MedBrasil et amie personnelle de Fernando depuis plus de 10 ans. Elle l'a regardé avec une expression sérieuse et pleine de pitié et a dit « Fernando, le traumatisme de l'accident a déclenché un autisme qui était déjà latent. Gustavo aura besoin de soins intensifs pour le reste de sa vie. Le diagnostic est complexe. » Pour Fernando, le monde s'est effondré. Un autisme sévère, mais le garçon était intelligent. Il parlait, jouait, imitait les super-héros. Comment était-ce possible ? Patricia a expliqué que l'autisme se manifeste souvent après des événements traumatisants et que le cerveau d'un enfant soumis à un stress extrême pouvait révéler des dysfonctionnements auparavant cachés. Tout cela semblait très technique, convaincant et était complètement faux. Mais Fernando ne le savait pas encore. Un marathon de traitement a commencé. Orthophonie 3 fois par semaine, thérapie ABA tous les jours, médicaments puissants et séances privées avec des spécialistes qui facturaient 5000 réés de l'heure. Tout cela se déroulait sous la supervision du docteur Patricia, mais rien n'aidait. Gustavo restait silencieux, criait quand on le touchait, évitait le contact visuel et se balançait pendant des heures au même endroit. Le manoir s'est transformé en un hôpital silencieux. Les employés démissionnaient et ceux qui restaient gardaient leur distance avec le garçon. La nuit, Fernando errait dans les couloirs, n'entendant que son propre écho et sentant le lourd silence de son fils. Il se blâmait. Combien de fois Mariana lui avait-elle demandé de moins voyager ? Combien d'anniversaires avait-il manqué pour des réunions ? Combien de fois était-il rentré trop tard pour souhaiter une bonne nuit à son fils ? « Tu construis son avenir, disait-il à Mariana. Quel avenir ? Un garçon enfermé en lui-même et un père riche qui ne pouvait pas acheter un câlin de son propre fils. 6 mois après l'accident, Joana Ribeiro est arrivée chez eux. Elle avait 36 ans. Les cheveux attachés en un simple chignon, sans maquillage, vêtue de vêtements modestes. Elle s'est présentée comme une femme de ménage ayant un besoin urgent de travail, a accepté le salaire proposé sans négocier et a commencé ses fonctions le lendemain. Fernando ne savait pas que Joana utilisait un faux nom. Son vrai nom était Joana Carvalho Ribeiro. C'était une ancienne infirmière qui travaillait en réanimation néonatale à l'hôpital São Luís. Une professionnelle exemplaire jusqu'à ce qu'elle soit accusée de négligence. Un bébé prématuré est décédé pendant son service et la famille a intenté un procès. L'enquête a été rapide et superficielle, et la faute a été rejetée sur Joana. Elle a tout perdu. Sa licence professionnelle, son travail et la garde de sa fille, Laura, qui est partie vivre avec son ex-mari dans une autre ville, et qui faisait partie de la commission qui a enquêté sur son cas, le docteur Patricia Nogueira. C'est elle qui a signé le rapport technique qui a détruit la carrière de Joana. Par une cruelle ironie du sort, Joana ne savait pas qu'elle travaillait dans la maison du meilleur ami de la femme qui avait brisé sa vie. Les premiers jours, Joana évitait Gustavo, se concentrant sur ses tâches, le ménage et la cuisine.
Le garçon restait assis dans un coin du salon, jouant en silence avec les mêmes jouets. Mais Johanna avait une habitude, elle chantait en travaillant. C'étaient de vieilles chansons simples que sa mère lui chantait, ces mélodies que tout Brésilien connaît. Et Gustavo a commencé à la remarquer. La première semaine, il a commencé à apparaître plus souvent quand Johanna était là, se cachant derrière le canapé pour l'observer. Johanna faisait semblant de ne pas le voir et continuait à chanter doucement, en rangeant les choses calmement. La deuxième semaine, Gustavo est sorti de sa cachette et se tenait à la porte de la cuisine, en l'observant. Johanna a souri légèrement mais ne s'est pas approchée. Elle a laissé un verre de jus sur la table et a dit « Tiens, si tu veux », puis elle est sortie. Le verre a disparu. La troisième semaine, Gustavo a commencé à suivre Johanna dans la maison. Il ne parlait pas, mais il restait près d'elle, observant comment elle pliait les serviettes calmement et de manière prévisible, sans se presser, rangeait les jouets aux mêmes endroits et respirait profondément avant de commencer une tâche. Fernando l'a remarqué et s'est senti mal à l'aise. Ce n'était pas de la jalousie, mais de l'envie. Son fils, qui ne l'avait pas regardé depuis des mois, ne quittait plus la femme de ménage. L'ironie était douloureuse. La quatrième semaine, il s'est passé quelque chose que Fernando n'oublierait jamais. Un jeudi après-midi, il est rentré plus tôt du bureau, fatigué et ne désirant qu'une douche. Il est entré discrètement par la porte de service et a entendu des voix dans le salon. Plus précisément, une voix, celle de son fils. Fernando s'est figé, s'est approché lentement de la porte et a vu la scène suivante. Johanna était allongée par terre, les yeux fermés, et Gustavo, vêtu d'une blouse blanche de jouet, était à genoux à côté d'elle. Il a placé le stéthoscope en plastique sur sa poitrine et a écouté attentivement, puis a dit d'une voix claire « Tu es malade, mais je vais te guérir, maman, comme tu m'as guéri. » Johanna a ouvert les yeux qui se sont immédiatement remplis de larmes. Elle a pris la main du garçon et Gustavo ne s'est pas retiré ni n'a crié, il est resté là, lui tenant la main et la regardant dans les yeux. Le cœur de Fernando s'est serré. Joie, tristesse, colère, soulagement, tout s'est mélangé. Son fils avait parlé pour la première fois en 6 mois, mais pas à lui, à la femme de ménage. Fernando s'est retiré sans bruit, est monté dans son bureau, a fermé la porte et a pleuré. Il a pleuré de colère, de soulagement et de culpabilité. Puis il s'est demandé qui était cette femme et pourquoi son fils avait-il réagi ainsi à sa présence. Quelque chose n'allait pas. Le lendemain matin, Fernando a engagé un détective privé. 48 heures plus tard, il savait tout. Son vrai nom, son histoire professionnelle, le procès, la perte de sa licence et de la garde de sa fille. Et le pire de tout, le nom du médecin qui avait signé le rapport contre elle, le docteur Patricia Nogueira. Fernando a appelé Patricia et elle est venue le jour même. En entrant dans le manoir avec un air confiant et supérieur, elle est allée droit au but. « Tu veux dire que tu as engagé cette femme sans vérifier ses antécédents ? Je ne savais pas, Fernando. Elle a tué un enfant par négligence, a perdu le droit d'exercer dans le domaine médical et maintenant, elle s'occupe de ton fils. Tu te rends compte du risque ? » Mais Gustavo a parlé, Patricia, pour la première fois, et c'est avec elle, a objecté Fernando. « Et tu penses mieux que c'est une bonne chose ?» Patricia a croisé les bras. Elle pourrait le manipuler, créer une dépendance émotionnelle. C'est dangereux, j'ai déjà vu des cas comme ça. Écoute, je comprends que tu sois désespéré, mais ne mélange pas tout. Elle n'est pas thérapeute, c'est juste une femme de ménage, et en plus, elle n'est pas fiable. S'il arrive quelque chose à Gustavo, la responsabilité t'incombera. La peur a envahi Fernando, et il a pris la décision qui a failli tout détruire. Renvoyer Johanna. Il a décidé de ne pas le faire immédiatement, mais d'attendre le bon moment pour que tout se passe en douceur. Cependant, Johanna a remarqué le changement. Fernando a commencé à la surveiller, à poser des questions et à la regarder avec suspicion. Elle a compris qu'il lui restait peu de temps. Et c'est là qu'elle a trouvé le rapport. Ce n'était pas un hasard. Johanna nettoyait le bureau de Fernando quand elle a vu un vieux dossier médical, à moitié caché derrière des livres sur une étagère. Curieuse et méfiante de nature après tout ce qu'elle avait traversé, elle l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un rapport médical complet, signé par le docteur Marcelo Santos, daté de 3 mois après l'accident. Le diagnostic était clair. Trouble du traitement sensoriel lié à un traumatisme psychologique aigu, et non de l'autisme. Le rapport expliquait tout. L'enfant avait développé des difficultés extrêmes à traiter les stimuli externes en raison du choc émotionnel. Il avait besoin d'un environnement calme, d'une routine prévisible, de contacts doux et de patience. Le pronostic était excellent. Avec un traitement approprié, une guérison complète était attendue dans les 6 à 12 mois. Dans un coin, il y avait une note manuscrite, à envoyer pour vérification au docteur Patricia Nogueira, Med Brasil. Le sang de Johanna se glaça. Elle connaissait bien ce nom.
Patricia avait reçu ce rapport, l'avait caché et avait changé le diagnostic en autisme sévère, condamnant le garçon à des années de traitements inappropriés, de médicaments inutiles et de souffrances évitables. Pourquoi ? Johanna a vite compris. Med Brasil produisait des médicaments contre l'autisme, un traitement coûteux et à long terme. Un patient comme Gustavo, le fils du propriétaire de l'entreprise, serait un exemple publicitaire parfait. Publication, recherche, marketing. Même le fils du propriétaire utilise nos produits. Tout était une question d'argent et de contrôle. Johanna a photographié le rapport avec son téléphone, a remis le dossier à sa place et est allée chercher Fernando. Elle l'a trouvé dans son bureau, devant son ordinateur, et a frappé à la porte. « Monsieur Fernando, j'ai besoin de vous parler. » Il la regarda froidement. « À propos de quoi ?»« À propos de Gustavo, de son diagnostic et du mensonge qu'on vous vend. » Fernando se tendit. « Qu'est-ce que c'est ?» Johanna lui a montré la photo du rapport. Fernando a pris son téléphone, a zoomé sur l'image et a lu. Puis il a relu. Son expression a changé. Confusion, colère, incrédulité. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans votre bureau, c'était caché sur une étagère. Je faisais le ménage et je l'ai trouvé. » Monsieur, vous pouvez me renvoyer si vous voulez, mais d'abord, lisez attentivement et réfléchissez. Ce rapport a été envoyé au docteur Patricia, et elle a changé le diagnostic. Fernando a appelé le docteur Marcelo Santos. Il a eu du mal à joindre le médecin, mais il a finalement réussi à lui parler, et celui-ci a tout confirmé. J'ai envoyé un rapport complet au docteur Patricia Nogueira de Med Brasil. Elle a dit qu'elle le vérifierait avec une équipe multidisciplinaire et vous enverrait un protocole de traitement. Je n'ai plus jamais entendu parler de cette affaire. J'ai trouvé cela étrange, mais c'est elle la spécialiste. Fernando a raccroché et est resté silencieux. Johanna attendait. « Pourquoi me montres-tu ça ?» a-t-il demandé d'une voix basse. « Parce que je sais ce que c'est d'être accusé de quelque chose que l'on n'a pas fait et de tout perdre à cause d'un mensonge. » Johanna le regarda dans les yeux. « Et parce que ce garçon ne mérite pas de souffrir à cause de la cupidité de quelqu'un. Aucun enfant ne mérite ça. » Fernando s'est assis dans son fauteuil, a passé ses mains sur son visage et a dit « Nous allons régler ça maintenant. » Ils sont allés à Belo Horizonte, où le docteur Marcelo Santos travaillait dans une clinique spécialisée. Fernando, Johanna et Gustavo. Le trajet a duré 6 heures. À mi-chemin, dans une station-service près de São José do Campos, Gustavo a eu une crise. Il s'est mis à crier et à se cogner la tête contre la vitre sans s'arrêter. Fernando a essayé de le calmer, sans succès. Alors Johanna s'est assise sur la banquette arrière, a serré le garçon fermement mais doucement par derrière et a commencé à lui chanter doucement à l'oreille la même vieille chanson. Gustavo s'est progressivement calmé, a cessé de crier, a appuyé sa tête contre son bras et s'est endormi. Fernando a regardé dans le rétroviseur et a compris « ce n'était pas une question de médecine, mais de présence, de constance et d'amour sans précipitation ». Le docteur Marcelo les a reçus à la clinique, a de nouveau examiné Gustavo, a effectué des tests sensoriels, des évaluations comportementales et lui a parlé. 2 heures plus tard, il a confirmé « Ce garçon n'a jamais eu d'autisme sévère. Il a un trouble sensoriel et un traumatisme émotionnel. Avec le bon traitement, qui aurait dû commencer il y a des mois, il se rétablira complètement. » Fernando a senti une explosion de colère. Des années de souffrance, l'argent dépensé, les médicaments qui avaient fait plus de mal que de bien, tout cela à cause d'un mensonge. Pourquoi a-t-elle fait ça ? Le docteur Marcelo a soupiré. Je ne sais pas, mais j'ai vu des cas similaires. Les diagnostics erronés rendent les patients dépendants. Des traitements coûteux, des médicaments constants, pour certaines personnes, c'est rentable. Sur le chemin du retour à São Paulo, Fernando était différent, plus calme et plus déterminé. Il allait dénoncer Patricia, mais elle l'a devancé. 2 jours plus tard, des articles ont commencé à paraître dans la presse. Une femme de ménage au passé douteux s'occupe d'un enfant vulnérable. De vieilles vidéos de Johanna à l'hôpital ont été montées pour la faire paraître négligente et les reportages déformèrent les faits. Suite à une dénonciation anonyme inquiète, le conseil de la tutelle a été appelé. Ils sont venus au manoir, ont interrogé Fernando, ont examiné Gustavo et ont déclaré que, par mesure de précaution, Johanna devait être temporairement suspendue jusqu'à la fin de l'enquête, un protocole standard. Johanna est partie sans résister. Elle a rassemblé ses affaires et a regardé Gustavo, qui se tenait dans un coin du salon, serrant son stéthoscope en jouet. « Je reviendrai », a-t-elle dit. « Je te le promets. » Gustavo n'a pas répondu, il l'a seulement regardée avec de grands yeux effrayés. Cette nuit-là, il a crié sans arrêt « Johanna, Johanna, reviens !» C'était la première fois qu'il prononçait son nom et c'était un appel à l'aide. Fernando n'a pas dormi. 3 jours plus tard, Gustavo a cessé de manger et a recommencé à se cogner la tête contre le mur, mais cette fois, c'était bien pire. Fernando a compris qu'il devait agir vite.
Il a engagé les meilleurs avocats de Sao Paulo, a réuni des experts judiciaires pour analyser les documents, des graphologues, des auditeurs médicaux et a lancé sa propre enquête sur Patricia. Ce qu'ils ont découvert était dévastateur. Patricia avait tout un historique de diagnostics douteux, toujours lié à des maladies chroniques, des traitements longs et coûteux et l'utilisation de produits de Med Brasil. Elle recevait des commissions déguisées en consultations techniques. Des emails, des messages, des contrats ont été trouvés. Tout était documenté. De plus, il s'est avéré que Johanna n'était pas coupable de négligence. L'enfant décédé avait une malformation cardiaque congénitale non détectée, ce que l'autopsie a confirmé. Mais Patricia, faisant partie de la commission d'enquête, avait caché cette information et avait fait porter le chapeau à Johanna. Pourquoi ? Parce que Johanna avait publiquement remis en question les protocoles de médication néonatale de Med Brasil. Elle menaçait l'entreprise et c'était une pure et simple vengeance. Fernando a rassemblé toutes les preuves et s'est adressé à la presse, pas celle que Patricia contrôlait, mais des journalistes d'investigation qui n'avaient là pas peur des riches. L'affaire a explosé. Un médecin de renom manipulait les diagnostics dans l'intérêt de l'industrie pharmaceutique, des enfants recevaient tenant des médicaments inutiles et leur vie était détruite. D'anciens patients de Patricia se sont manifestés, des familles entières dont les enfants avaient été diagnostiqués avec des maladies inexistantes et soumis à des traitements inutiles pendant des années. Le Conseil régional de médecine et le ministère public ont ouvert une enquête. Med Brasil, pour se protéger, a immédiatement licencié Patricia et a lancé un audit interne. L'affaire est allée au tribunal. Patricia a tenté de se défendre, mais les preuves étaient irréfutables. Email, rapport modifié, paiement suspect, témoignages. Le tribunal l'a reconnue coupable de fraude médicale, de falsification de documents et de manipulation professionnelle. Elle a été condamnée à la révocation de sa licence, à 8 ans de prison et à une amende de 5 millions de réals. Johanna a été complètement innocentée. Le Conseil régional de médecine a réexaminé le cas de l'enfant et une nouvelle analyse de l'autopsie a montré que le décès était dû à des causes naturelles impossibles à détecter lors des examens prénataux. Johanna n'était coupable de rien. Elle a récupéré sa licence professionnelle et attendait avec impatience de retrouver sa fille. 2 semaines plus tard, Johanna est retournée au manoir. Gustavo était allongé dans sa chambre, regardant le plafond. En entendant des pas, il a tourné la tête. À la porte, souriante, se tenait Johanna. Gustavo a bondi, a couru vers elle, s'est jeté dans ses bras et a demandé d'une voix tremblante. « Tu es revenu pour de vrai ?»« Je suis revenu pour toujours », a répondu Johanna en le serrant fort. Fernando s'est approché et les a serrés tous les deux dans ses bras, sentant pour la première fois en près d'1 an qu'il avait une vraie famille. Ils ont créé la fondation Almeida Ribeiro, dédiée à l'enquête sur les diagnostics médicaux suspects, à la promotion de pratiques éthiques en pédiatrie et à l'aide aux familles victimes de fraude médicale. Johanna a retrouvé sa fille, Laura. Leurs retrouvailles ont été progressives, déjeuners au parc, cinéma le samedi. Petit à petit, leur lien s'est reconstruit. Laura a commencé à venir au manoir, à jouer avec Gustavo et à l'aider dans ses exercices sensoriels. Ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Le manoir, autrefois silencieux et froid, s'est transformé en un véritable foyer, rempli de rires, de bruit, de musique et de vie. Fernando s'est retiré des affaires de Med Brasil, laissant la présidence à un associé, et s'est consacré à la fondation et à sa famille pour être vraiment présent pour eux. Johanna, désormais respectée et sûre d'elle, a repris son travail d'infirmière, mais dans un rôle différent, se concentrant sur l'aide aux enfants traumatisés et aux familles détruites par des mensonges médicaux. Quelques années plus tard, lors du gala annuel de la Fondation, médecins, parents, avocats et journalistes étaient réunis. Au milieu de l'événement, Gustavo est monté sur scène. Il avait maintenant 14 ans, grand, mince, les cheveux toujours en bataille. Il tenait dans sa main ce même stéthoscope en jouet. La salle s'est tue. Gustavo a pris le micro, a respiré profondément, a regardé Johanna et a dit « Quand j'avais 5 ans, j'ai arrêté de parler parce que le monde me faisait trop mal. Je ne comprenais pas pourquoi ma mère était partie et pourquoi personne ne m'écoutait vraiment. Jusqu'à ce qu'une femme arrive, une femme de ménage, qui n'a pas essayé de me réparer, mais qui a simplement été là, chantonnant doucement et attendant que je sois prêt. Elle m'a guéri non pas avec des médicaments ou une thérapie, mais avec sa présence, sa patience et son amour. C'est ma deuxième mère, Johanna Ribeiro. Et elle m'a appris que guérir, ce n'est pas suivre des protocoles, c'est simplement être là, toujours. » Le public a éclaté en applaudissements. Tout le monde était debout et pleurait. Fernando et Johanna se sont regardés, les yeux pleins de larmes et de vrais sourires. Le garçon qui avait autrefois vécu dans le silence parlait maintenant au monde entier.
10 ans plus tard, Gustavo était devenu pédiatre, spécialisé dans les traumatismes infantiles. Johanna est devenue directrice clinique de la Fondation Almeida Ribeiro. Laura est devenue psychologue et coordinatrice du programme de soutien familial. Fernando, à la retraite, s'est entièrement consacré à des projets sociaux. La famille se réunit chaque dimanche pour le déjeuner au manoir. Gustavo raconte des histoires de ses patients et Johanna rit en se souvenant de comment tout a commencé. Avant de se coucher, Gustavo laisse encore un verre de jus dans la cuisine, à l'endroit même où Johanna le laissait pour lui des années auparavant. La maison plonge dans le silence, mais c'est un silence plein de vie, de paix et d'amour véritable. Lors du gala de la Fondation, sous les feux des projecteurs, Gustavo, âgé de 14 ans, grand et mince, serrait dans sa main un vieux stéthoscope enjoué. La salle, remplie de médecins, de journalistes et de parents, s'est tue dans l'attente. Il a commencé à parler, et sa voix, autrefois emprisonnée dans le silence, résonnait maintenant claire et assurée. Il a parlé de la femme qui n'avait pas essayé de le réparer, mais qui avait simplement été là, le guérissant par sa présence et sa patience. « C'est ma deuxième mère, Johanna Ribeiro », a-t-il conclu sous un tonnerre d'applaudissements. Fernando et Johanna, debout côte à côte, ont échangé un regard rempli de larmes et de joie silencieuse. Mais parmi les visages enthousiastes dans la salle, un était passé inaperçu. Dans l'ombre, près de la sortie, se tenait un homme d'âge moyen. C'était Lucas, l'ex-mari de Johanna et le père de Laura. Au fil des années depuis leur divorce, l'amertume et l'envie s'étaient profondément enracinées en lui. Il voyait ce comment Johanna, qu'il considérait comme brisée et coupable, avait non seulement refait sa vie, mais était devenue partie intégrante d'une nouvelle famille incroyablement riche et influente. Il voyait sa propre fille, Laura, s'attacher de plus en plus à cette nouvelle vie, à Fernando et à Gustavo, et se sentait définitivement mis à l'écart. Après la soirée, alors que le manoir sombrait dans un silence paisible, Lucas a mis son plan à exécution. Il ne voulait pas d'argent. Il voulait détruire ce monde parfait qui, à ses yeux, avait été construit sur ses ruines. Utilisant d'anciennes relations dans le milieu médical, il a eu accès aux dossiers originaux, jusqu'alors secrets, de l'enquête sur la mort du bébé prématuré dont Johanna avait été accusée. Il ne cherchait pas la justice, mais la saleté, et il l'a trouvée. Quelques semaines plus tard, alors que l'euphorie du succès de la fondation ne s'était pas encore dissipée, Fernando a reçu un paquet anonyme. À l'intérieur se trouvaient d'antigues des copies de documents qui semblaient tout remettre en question. Parmi eux, quelques pages du journal intime d'une infirmière qui travaillait avec Johanna lors de cette nuit fatidique. Dans des notes écrites dans un état de panique et de peur, il était dit que Johanna, en pleine dépression après son divorce, avait effectivement commis une erreur. Elle avait confondu le dosage d'un médicament. Mais le pire était à venir. L'autopsie qui avait innocenté Johanna s'est avérée être un faux. Selon les documents joints, Patricia Nogueira, cherchant à avoir un moyen de pression sur Med Brasil, n'avait pas fabriqué une accusation, mais avait au contraire dissimulé la véritable culpabilité de Johanna en falsifiant le rapport sur la malformation cardiaque congénitale. Elle avait gardé cette information secrète, l'utilisant comme une assurance. Son crime n'était pas la diffamation, mais la dissimulation de la vérité pour son propre profit. Le monde de Fernando s'est effondré une seconde fois. La femme qu'il considérait comme la sauveuse de sa famille, l'ange gardien de son fils, était coupable du crime même dont il l'avait défendu. Son amour et sa confiance étaient construits sur un mensonge bien plus sophistiqué que les intrigues de Patricia. Il s'est enfermé dans son bureau, regardant une photo de Johanna et Gustavo, sans savoir quoi faire. La dénoncer signifierait tout détruire. Le monde fragile de Gustavo, la réputation de la fondation, la vie de Laura et Johanna elle-même. Se taire signifierait vivre dans le mensonge, devenant complice. Pendant ce temps, Johanna, sentant la froideur soudaine de Fernando, n'en comprenait pas la raison. Elle voyait son détachement, la souffrance dans ses yeux. Une nuit, elle est entrée dans son bureau et a vu les documents sur la table. En les lisant, elle n'a ni crié ni cherché à se justifier. Elle s'est assise en silence en face de lui, et des larmes ont coulé sur son visage. « C'est vrai », a-t-elle murmuré. « Je ne savais pas pour la fausse autopsie. Je me suis forcée à croire que j'étais innocente, j'ai enfoui ça si profondément que j'avais presque oublié. Mais j'étais brisée, Fernando. Cette nuit-là, c'est comme un brouillard. » À ce moment, Gustavo, réveillé par le silence tendu, est entré doucement dans le bureau. Il avait presque 15 ans et comprenait beaucoup plus qu'il n'y paraissait. Il a regardé le visage en larmes de Johanna, le visage de son père pétrifié par la douleur, les papiers éparpillés sur la table. Il s'est approché de Johanna, lui a pris la main et a regardé Fernando. « Peu importe ce qui s'est passé à l'époque, a-t-il dit fermement. Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé après.
Elle m'a sauvé. Est-ce que ça ne l'emporte pas sur tout le reste ?» Ces paroles simples et sages ont percé le voile de colère et de trahison qui enveloppait Fernando. Il a regardé son fils qui, d'un enfant silencieux et traumatisé, était devenu un jeune homme réfléchi et compatissant. Et tout cela grâce à Johanna. Il a compris que le passé ne pouvait être changé, mais qu'on pouvait choisir comment vivre avec lui dans le présent. Fernando n'a rien rendu public. Il a trouvé Lucas et, en silence, sans menace, lui a montré les rapports financiers de la fondation, les lettres de centaines de familles qu'ils avaient aidées. « Tu peux tout détruire », a-t-il dit, « mais alors tu devras vivre en sachant que tu n'as pas seulement détruit elle, mais aussi tout le bien qui est né de cette tragédie, et ta fille ne te le pardonnera jamais. » Lucas, voyant l'ampleur de ce qu'il s'apprêtait à détruire, a reculé, brisé non pas par les menaces, mais par la conscience de sa propre mesquinerie. La vie au manoir n'a plus jamais été la même. La légèreté d'un bonheur inconditionnel avait disparu, mais elle a été remplacée par quelque chose de plus profond et de plus durable, l'acceptation. Ils sont devenus une famille non pas parce qu'ils étaient bons parfaits, mais parce qu'ils ont pu se pardonner mutuellement les erreurs les plus terribles. Johanna n'est jamais retournée à son travail d'infirmière, se consacrant entièrement à la fondation, expiant sa faute avec chaque enfant sauvé. Fernando a trouvé la force de lui pardonner et de l'aimer non pas comme une héroïne sans défaut, mais comme une personne réelle, avec son sombre secret. Et Gustavo, déjà étudiant en médecine, disait souvent à ses patients « La guérison ne consiste pas à effacer les cicatrices, c'est apprendre à vivre avec elles en leur permettant de nous rappeler non pas la douleur, mais le fait que nous avons pu la surmonter. » Et chaque dimanche, un couvert supplémentaire était mis sur la table du déjeuner, un rappel silencieux que chaque saint a un passé et chaque pécheur un avenir.